Salutations les vendeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de mes lectures du mois d'octobre, c'est Le joueur de Fedor Dostoïevski. C'est un texte assez mineur par rapport à ses autres écrits comme Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov. Néanmoins, ce texte reste très important si vous voulez mieux comprendre le personnage, mieux comprendre Dostoïevski et par quoi il est passé lorsqu'il était jeune. Et vous allez comprendre pourquoi je mets l'accent sur ça, parce que nous allons voir la genèse de ce texte, comment il a été rédigé, par quoi il est passé, quels sont les processus, quel était le processus de rédaction, et vous allez tout comprendre. Mais avant toute chose, il faut passer au résumé et les différents sujets qui sont abordés. Dans le joueur, nous suivons Alexei Ivanovitch, un percepteur qui accompagne une famille russe bourgeoise qui voyage en Allemagne pour visiter les lieux. Cette famille se compose d'un général, de ses belles-filles et d'autres membres. Alexei va être rapidement emporté par le flux des événements et les démêlés familiaux, car la famille est assez éclatée, et tente de prendre l'héritage de leur grand-mère. Toutefois, Alexei Ivanovitch est amoureux de la belle-fille du général, Pauline. Toutefois, cet amour, attention les glandeurs, cet amour n'est pas un amour sain. Bien au contraire, c'est un amour toxique parce que Alexei Ivanovitch est l'esclave, carrément c'est l'esclave de Pauline. Il essaie à tout prix de gagner son amour, mais il n'arrive pas. Celle-ci va alors l'obliger, ou plutôt lui donner la chance de prouver son amour en allant gagner de l'argent pour elle à la roulette. Alexei, percepteur, devient à son rôle ou endosse le rôle d'un joueur de roulette. Tout d'abord, il joue pour l'amour, il joue pour Pauline, mais graduellement, nous voyons que Alexei est emporté par une nouvelle fièvre. Il est touché par la fièvre du jeu. Il devient dépendant de la roulette. Il jouait d'abord l'amour, il jouait d'abord Pauline. Maintenant, il joue sa vie, il joue sa fortune, il joue son futur. Ces mouvements spirales de la roulette éradieront à tour de rôle tout l'entourage d'Alexei Ivanovitch et le laisseront seul. Seul, sans défense, sans repère, tiraillé entre le rouge et le noir, entre père et impère. Certes, les glandeurs, cette histoire est loin d'être aussi profonde, aussi travaillée que Crime et Châtiment, ou L'Idiot, ou même Les Frères Karamazov, je le conçois. Toutefois, elle apporte un air de fraîcheur, elle apporte du renouveau dans le style de Dostoïevski, dans les thématiques de Dostoïevski, et même dans la narration. La narration dont le joueur est plus vite, plus simple, moins complexe, moins détaillée. Elle vise plus à toucher le lecteur, à faire passer quelques messages. Il n'y en a pas plusieurs, il y a 2-3. Par exemple, sur les usuriers, par exemple, sur l'addiction au jeu, et surtout, ce positionnement, cette position de l'amour et l'esclave. Le joueur, les glandeurs, nous éclaire aussi sur le contexte historique, socio-historique de Dostoïevski, notamment du 19e siècle, comment les casinos, comment la roulette, comment les jeux de hasard ont gangréné la société européenne et commencent petit à petit à s'intercaler ou à toucher la civilisation russe ou la société russe. Toutefois, les glandeurs, ce texte ne peut être réellement compris que si nous attachons une importance ou un regard direct et profond sur la genèse
du texte. Et vous allez comprendre lorsque je vais détailler la genèse du texte. Restez branchés. Vous n'êtes pas censé savoir, les glandeurs, que Dostoïevski, durant toute son existence, a eu des problèmes pécunieux, non seulement avec les créanciers, mais aussi avec son éditeur. Il avait un éditeur rat. C'était un vrai rat qui cherchait à gagner le plus d'argent possible sur le nom de Dostoïevski. Et celui-ci va demander à l'écrivain de rédiger en 1 mois un nouveau texte paraître. Parce que cela fait déjà quelques mois ou quelques années que Dostoïevski ne produit plus aucun texte. Il s'attelle à terminer la seconde partie de Crimes et Châtiments qui lui prend énormément de temps. Toutefois, Dostoïevski a rédigé, ou plutôt a signé un contrat qui lie les 2 acteurs ou les 2 protagonistes, où il est stipulé qu'il doit, avant telle date, rédiger ou transmettre à l'éditeur un nouveau texte pour que celui-ci le publie. Il attend le dernier mois pour faire rappeler à Dostoïevski qu'il lui doit un texte nouveau. Sinon, Dostoïevski perdra la quasi-totalité de ses droits d'auteur pendant une dizaine d'années. Confronté à un dilemme, Dostoïevski cherche une échappatoire. Mais il n'y en a pas, a priori. Ses amis, ses camarades vont lui conseiller de travailler ensemble afin de rédiger un texte qui portera le nom de Fédor Dostoïevski. Celui-ci, comme tout écrivain qui se respecte, décline l'offre car il ne peut pas, sa conscience ne le laisse pas vendre ou laisser porter un texte son nom alors que celui-ci n'a pas réellement travaillé dessus. Il n'était pas à 100% dessus. Un autre de ses camarades va lui donner la clé qui va changer non seulement sa vie, mais aussi sa relation avec son éditeur. Son camarade va lui conseiller de quérir les services d'une dactylographe. Et justement, il connaît une certaine dactylographe du nom de Apollinaria, qui était très connue dans le milieu journalistique et littéraire. Dostoïevski fait appel à cette dactylographe et essaie de trouver une idée qui leur permettra d'avancer plus vite. Et là, son camarade va lui donner l'idée dont il avait besoin depuis le début. Dostoïevski dicte l'œuvre et la dactylographe va la rédiger. Comme ça, le travail se fera plus rapidement et ils pourront, en moins d'1 mois, clore une nouvelle œuvre. Cependant, les glandeurs, les premiers jours, la première semaine, rien ne se passe. Les 2 personnes sont muettes. Dostoïevski n'arrive pas à extérioriser ses pensées, ses phrases, rien du tout. En parallèle, les 2 personnes parlent de la pluie, du bon temps, de leur enfance, de leur jeunesse. Et une relation se noue entre les 2 personnages, ou les 2 personnes. Une semaine après, Dostoïevski est pris par une fièvre créatrice. Les mots, les phrases déferlent. La dactylographe les couche sans interruption. Et en 25 jours, le texte, le joueur, est achevé. Comme matière créative ou narrative, Dostoïevski utilisera des parties autobiographiques, 2 passages qui l'ont marqué dans sa vie, à savoir l'addiction au jeu, car Dostoïevski était un joueur, un très grand joueur, ayant perdu énormément d'argent. Et enfin, le passage où cette facette de l'amour toxique, du personnage esclave d'un amour irréalisable. C'était surtout avec sa femme, son ancienne femme, avec qui il a divorcé, qui a détruit d'une certaine manière sa perception ou sa vision, son opinion sur l'amour. Un amour qu'il idéalisait d'une certaine manière parce qu'il était assez jeune. Là, ces 2 points, ces 2 sujets vont être le noyau du joueur
de Dostoïevski. Et 25 jours après, comme je l'ai dit, il termine ce texte et l'envoie directement à l'éditeur et la clause est tombe à l'eau. Et la clause tombe à l'eau et l'éditeur se trouve dos au mur. Quant à Dostoïevski, c'est l'homme le plus heureux. Il garde ses droits d'auteur et se noue tout d'abord d'amitié puis d'amour avec la dactylographe Apollinaria, avec laquelle il se mariera la même année. Comme vous pouvez le voir, les grandeurs, ce texte est aux antipodes de ce que nous a habitués Dostoïevski, avec Crime et Châtiment, les frères Karamazov, les carnets du sous-sol, etc., où il y avait un ton maussade, il y avait même un nihilisme, il y avait cette haine, tandis que dans le joueur, nous retrouvons un autre Dostoïevski, plus enclin à manifester sa facette, manifester son vécu à travers Alexei Ivanovitch. Moins profond, je dirais que oui. Est-ce qu'il est moins percutant? Ça dépend ce que le lecteur attend. Pour ma part, j'ai bien aimé ce texte car il nous apprend un peu plus sur cet écrivain, sur ses circonstances, mais aussi sur ses idéologies, sa pensée, parce qu'il critique énormément les Européens et les créanciers et les banquiers. Et Dostoïevski avait des problèmes avec les banquiers, avec l'argent, jusqu'à afficher un certain antisémitisme dans la fin de sa vie. Mais là, c'est un autre débat. Et tout cela nous amène à poser la question, est-ce que ce texte vaut le détour? Oui, les grandeurs, il vaut le détour si vous passez par une période de panne de lecture, une période assez chargée avec le travail, avec les études. Vous pouvez lire Le Joueur, vous pouvez lire un grand classique, Dostoïevski, sans pour autant vous tracasser, sans pour autant vous impliquer à 100% dans votre lecture. Voilà les grandeurs, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager la vidéo. Prenez soin de vous et comme toujours, que la patience soit avec vous. À plus.